Bonjour, bienvenue à notre chaîne Entraînement à la compréhension orale. Je m'appelle Anthony, je vous donne la bienvenue. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va travailler avec un document niveau C1. D'accord? Rappelez-vous, ces niveaux, vous demandent, vous exigent un niveau de concentration assez important, car la durée de ce type de document va de 4, 5, 6 minutes à peu près. Donc la quantité d'informations à retenir, c'est assez importante. Donc je vous conseille avec ce type d'exercice de prendre une feuille à papier pour faire la prise des notes, car c'est comme je viens de vous dire, la quantité d'informations que on doit retenir pendant 5, 6, même 7 minutes, c'est assez importante. Donc n'oubliez pas aussi qu'à la fin de cette vidéo, vous allez trouver un formulaire avec quelques questions pour dévoiler votre niveau de compréhension. Donc, je vous invite à le remplir, car immédiatement que vous l'envoyez, vous allez recevoir votre rétroalimentation par email. Allez, à la prochaine. Philippe Blanchet, bonjour, merci bien d'être avec nous. Bonjour. Donc dans ce petit livre, vous expliquez ce qu'on appelle la discrimination linguistique en disant que c'est un type de discrimination qui passe parfois inaperçu, qui est important, mais qui est relativement peu étudié, d'une certaine façon sous-entendu, comme si il y avait une espèce de transparence autour de cette discrimination qu'on voyait moins que d'autres. Alors, d'abord, dans votre titre, vous utilisez ce mot de glottophobie. Expliquez-nous ce que vous entendez par glottophobie. Alors, j'ai effectivement forgé ce terme sur le modèle de mots désignant des discriminations pour d'autres prétextes que linguistiques, comme xénophobie, homophobie ou islamophobie. Oui, c'est le même calque, c'est le même modèle. Voilà, c'est le même modèle. Le préfixe glotto pour désigner les langues. Oui. Alors, parce que glotto, c'est la langue en grec. Oui, c'est ça. Et on a déjà la langue ça. est même l'organe, je crois. Oui, la langue est l'organe et on a déjà des dérivés de glotto avec polyglotte ou avec la glottophagie dont parlait déjà Louis-Jean Calvet il y a très longtemps et qui est en lien direct avec mon travail. Oui. Alors ou d'autres mots d'ailleurs sur de la même famille comme diglossie par Absolument, exemple. C'est ça. Évoque bien sûr le fait de parler et on pensera bien sûr au célèbre Pangloss, qui est un personnage de Rabelais, qui a le verbe haut, parce que justement, il peut tout dire. Alors pourquoi j'ai inventé ce mot? C'est parce qu'il existait déjà deux autres façons de désigner ces discriminations à prétexte linguistique. Un mot qui est courant au Québec, qui est le mot, qui est utilisé au Québec notamment par les spécialistes, qui est le mot linguicisme, qui a été construit sur le sur le modèle de racisme, et qui marche très mal, parce que les gens voient pas du tout ce qu'on veut dire par là. C'est pas transparent. C'est pas transparent du tout. C'est vrai. Et discrimination. Ça fait vraiment jargon. Oui, ça fait jargon. Et puis linguicisme n'est pas forcément négatif. Voilà. Or, il fallait désigner qu'il s'agit d'une discrimination et donc que quelque part c'est quelque chose de négatif ou de condamnable. Et j'ai pas voulu garder discrimination linguistique parce qu'il y a une tendance ancienne, notamment dans le monde francophone, à considérer les langues en elles-mêmes et pour elles-mêmes, et on aurait pu penser qu'on discriminait les langues et seulement les langues. Moi, ce que je voulais signifier, c'est qu'en discriminant des usages linguistiques, en fin de compte, ce qu'on discrimine, c'est les gens, les locuteurs, comme on dit, les gens qui parlent le français ou une autre langue d'une certaine façon, et donc ça sert de prétexte, à mon avis légitime, et je suis pas le seul à le penser, il y a y compris des textes internationaux qui le disent, qui sert de prétexte à finalement discriminer les gens, à leur empêcher l'accès à l'éducation, à l'emploi, à du logement. J'ai des exemples comme ça, des discriminations à l'accès aux soins, par exemple. Voilà. Alors, ça pose des problèmes qui sont pas très faciles d'accès, parce que on peut dire dans un premier temps que la langue est un très bon terrain d'observation des rapports sociaux, et en particulier des rapports dominants-dominés, oppresseurs-opprimés, etc. Mais là, si on le formule comme je viens de le faire, on considère la langue comme un terrain simplement, comme un paysage d'une certaine façon, qui permet de repérer ces oppressions. Si on va un petit peu plus loin, on verra que non seulement la langue est ce paysage, ce cadre, disons, mais que c'est un outil qui joue aussi
pour ou contre une discrimination. Et dans votre étude, si je me trompe pas, vous essayez un peu d'osciller entre les deux, enfin de mettre en place un genre de dialectique, d'aller-retour entre ces deux façons de voir. Oui, c'est tout à fait ça, et ça répond en partie à ce que vous pointiez dans votre première intervention, le fait qu'on perçoit pas les discriminations linguistiques comme des discriminations dans une grande majorité des cas. En fin de compte, on a tendance à retirer les langues et les pratiques linguistiques des enjeux sociaux, des enjeux humains, des enjeux politiques, et donc on considère que quand on parle de langue, on parle de choses qui sont exclusivement linguistiques. Or, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, les langues sont à la fois, d'une certaine façon, ce qui fait le monde social, donc elles sont le contexte dans lequel les gens non seulement interagissent, mais vivent, construisent le monde, ont des relations les uns avec les autres. Et puis on se construit par rapport à ça. Et on se construit avec les langues et par rapport aux langues. Son identité, son éducation, sa façon d'être, bien sûr, sa façon de se voir, c'est ça, par rapport à la langue ou aux langues qu'on emploie. Je dis souvent, y compris à mes étudiants, que c'est une façon d'exister au monde. On existe au monde à travers un certain nombre de ressources linguistiques. Et du coup, comme les langues sont partout dans le social et que tout le social est linguistique d'une manière ou d'une autre, on peut effectivement utiliser les langues comme des instruments pour agir sur le social, pour agir sur la vie des sociétés et pour justement mettre en place des filtres qui permettent de favoriser certaines populations ou certains groupes de population et puis de discriminer, donc de refuser à un certain nombre de personnes et de groupes de personnes l'accès, par exemple, à des lieux de pouvoir. Pour le français, c'est très 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 clair. On voit bien que l'accès aux lieux de pouvoir, y compris politique et économique, mais surtout politique, économique et culturel, est déterminé par la pratique du français. Il y a d'autres langues qui sont exclues, et puis d'un certain type de français et pas d'autres types de français.